Bonjour à tous, du coup Oxane Parado, je suis infirmière en réanimation à l'hôpital Cochin et moi je vais vous parler de la surveillance plutôt axée sur le patient et le ventilateur un peu quand même. J'ai pas de conflit d'intérêt. Donc la surveillance du patient, les surveillances de base, on surveille son état neurologique avec, on utilise surtout le score de RASS. Donc en gros entre RASS 0 où il est calme et éveillé comme on est actuellement plus ou moins, RASS plus 4 si jamais le patient il est combatif, dangereux pour lui et pour les autres, ou moins 5 typiquement le patient sédaté et curarisé. On peut aussi utiliser le BPS qui va permettre d'évaluer le confort du patient qui ne peut pas communiquer. Nous on le fait souvent au repos et pendant les soins. Ensuite, on surveille aussi les pupilles. Le patient il peut être sédaté et du coup on ne peut pas voir s'il imprime au niveau cérébral. Donc si vous voyez que les pupilles de votre patient est comme ça, c'est clairement pas normal. Et le score de Glasgow aussi. Ensuite, on surveille les paramètres vitaux, les éventuels signes de choc avec cyanose, marbrure. Les marbrures à différents scores, elles peuvent être plus ou moins étendues, ce qui peut être signe de gravité. Et on surveille les gaz du sang. Juste un petit point, il peut y avoir un différentiel entre la SaO2, donc la saturation artérielle en oxygène, et la SpO2, donc la saturation pulsée. Du coup, quand on prélève un gaz du sang, on vérifie bien la SaO2. C'est déjà arrivé que le patient il ait 90 de SaO2 et 95 de SpO2, donc on fait bien attention à adapter ses alarmes en fonction. Pour le patient qui est ventilé plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le ballonnet de la sonde d'intubation. Il faut bien qu'il soit entre 25 et 30 cm d'eau après aspiration buccale. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le ballonnet se dégonfle ou s'il n'est pas assez gonflé, toutes les sécrétions en fond de gorge elles vont tomber au niveau des poumons du patient et du coup, il va pouvoir développer une pneumonie. La fixation et le repère du cordon de la sonde d'intubation, ça c'est service dépendant les façons de fixer, mais surtout le repère c'est hyper important, histoire de ne pas l'extuber sur une mobilisation, ce serait dommage. La présence d'une humidification, donc le filtre ou l'humidificateur chauffant, on n'oublie pas quand le patient il part en examen, on va éteindre l'humidificateur chauffant. Il ne faut pas oublier de le rallumer quand il revient parce que du coup il y a un gros risque de bouchons. Et en plus, nous, quand on respire spontanément, c'est dans notre nez qu'il y a des cellules qui vont humidifier l'air, mais eux, on leur envoie un gaz sec, donc c'est pas très agréable. La position du cou en proclive à 45 degrés, les soins de bouche et les aspirations endotrachéales par 8 heures minimum. Si le patient est hypersécrétant, évidemment qu'on va l'aspirer plus souvent. Donc ça, c'est les recommandations pour le SDRA. Donc là, je reparle un petit peu du 6 ml/kg dont elle a parlé. Du coup, c'était du poids prédit par la taille. Donc en gros, le poids idéal théorique pour les hommes, c'est la taille en centimètres moins 110, moins 100, pardon, et les femmes moins 110. Donc par exemple, une femme qui mesure 1m60, son poids idéal théorique, ce sera 50 kg, et du coup, il faudra la ventiler en 300 ml. Et une fois qu'on a réglé ce VT à 6 ml/kg, il faut monitorer les pressions de plateau pour qu'elles ne dépassent pas 30 cm d'eau. Cette étude en 2000, du coup, elle a comparé 6 ml/kg versus 12 et on voit qu'à 12, ça augmente quasiment de 10% la mortalité. Et plus récemment, en 2012, on voit que plus le volume, plus le VT cible est élevé et plus c'est corrélé avec le risque de mortalité. Donc vraiment, on cible 6 et pas plus. Comment on interprète les courbes? Du coup, quand on a une augmentation de la pression de crête qui est la pression de pic, c'est la même chose, avec une pression de plateau qui est identique, ça veut dire qu'il y a une augmentation des résistances. Donc ça peut être signe de bronchospasme, de sécrétion ou d'occlusion de la sonde au coup dur. Qu'est-ce qu'on fait? On aspire dans la sonde d'intubation, on instille si jamais il y a besoin ou il y a un bouchon qu'on n'arrive pas à remonter. On vérifie le circuit et la sonde d'intubation. Moi, ça nous est arrivé là dimanche avec une patiente qu'on venait de mettre sur le ventre et d'un coup le respirateur sonne, elle prend plus de volume, elle désature, et c'est alors qu'elle était curarisée, donc elle toussait pas, donc j'ai vérifié que la sonde soit pas coudée vu qu'elle était sur le ventre, et en fait c'est juste qu'elle avait des sécrétions qui étaient arrivées d'un coup. Ensuite, si on a une augmentation de la pression de crête avec parallèlement, enfin en même temps une augmentation de la pression de plateau, du coup c'est ce que disait Maud, c'est une diminution de la compliance. Ça peut être signe d'une aggravation respiratoire, d'un SDRA, d'atelectasie ou d'intubation sélective. Qu'est-ce qu'on fait? On prévient le médecin et en fonction, on va voir pour faire une radiothorax, un drainage, mobilisation de la sonde, posturage ou le mettre en DV. Donc là, ça rappelle un peu tout ce que disait Maud avant. Moi, je refais juste un petit point parce que c'est mon combat actuel sur les ventilations de secours. Si du coup, une patiente qui fait 1m60 est ventilée parce qu'en fait, c'est des réglages qui sont parfois pré-remplis par
par le ventilateur. Et donc, on peut retrouver soit des ventilations en pression, nous on ventile quasiment jamais en pression contrôlée à Cochin. Et du coup, on peut retrouver, ou alors en VAC à 600 par 9, j'ai déjà retrouvé ça avec des temps d'apnée qui sont à 45 secondes. Donc ça veut dire que le patient est en apnée pendant 45 secondes avant que le mode de secours s'enclenche. Donc il faut vraiment vérifier, c'est au médecin de le faire, mais c'est à nous de lui dire si jamais c'est pas fait. Et alors le gradient entre la PaCO2 et le TCO2, on a la chance de pouvoir mesurer le TCO2 en continu. Je sais que ce n'est pas le cas partout, certains l'utilisent que pour l'intubation. C'est hyper important, notamment sur les patients qui ont fait un arrêt cardiaque, parce qu'on sait que l'hypocapnie est très délétère pour le cerveau. Et donc quand on va prélever le gaz du sang, on regarde le TCO2 du patient en même temps et on fait le différentiel. C'est pas parce que le TCO2 sonne bas que le patient est en hypocapnie, il faut faire hyper attention, c'est vraiment pas... il peut y avoir parfois des gradients de 30 points, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et qui peuvent varier, sachant que le même patient peut changer son gradient d'un gaz à l'autre, donc il faut surveiller à chaque fois. Ensuite, on fait un point sur le sevrage ventilatoire. Donc, c'est diminuer la durée de ventilation mécanique, c'est réduire la durée de séjour et la mortalité en réanimation. Et ensuite, je vais vous parler de tous les autres points. C'est hyper important. Quand on intube un patient, il faut penser à l'extuber le plus rapidement possible. Ça, c'est le logiciel du coup avec lequel on travaille. Donc, les dollars que vous voyez, c'est les prescriptions médicales, donc avec l'objectif de RAS qui est prescrit et est-ce qu'on peut stopper les sédations. Et donc, du coup, on évalue est-ce qu'on peut réveiller notre patient. Donc, non, s'il est en hypothermie thérapeutique à 33 degrés, par exemple, c'est pas très cool de le réveiller. S'il est limité non plus, curarisé, tout ça. Si jamais il n'y a aucune contre-indication, on va se poser la question de est-ce qu'on peut le réveiller, voir avec les médecins. Et si tout est OK, on va pouvoir envisager le sevrage ventilatoire. Donc, il y a différents points. Il y a l'état de conscience, l'état neurologique du patient, sa FiO2, son P sur F, les catéchos, juste FR sur VT, c'est la fréquence respiratoire sur le volume courant, qui doit être inférieur à 105 pour que vous vous imaginiez, si jamais le patient il ventile à 200 ml de VT par 45 de fréquence respi, ce sera supérieur à 105 et que c'est pas une ventilation efficace, donc ça veut dire qu'il n'est pas forcément prêt à faire une pièce santé. Donc là, du coup, à 9h, on ne peut pas faire de pièce santé. Par contre, à 14h, il est bien réveillé, il a tous les critères, ok, on se lance dans une pièce santé. Et on surveille les signes d'intolérance. Donc, est-ce qu'il devient polypnéique? Est-ce qu'il désature? Est-ce qu'il est en sueur? Tout ça, les signes d'hypercapnie. Et si tout est bien toléré, du coup, là, nous, c'est les kinés très souvent qui s'en occupent. Ils font un test musculaire. Ils voient s'ils toussent bien et on fait un test de fuite. Je reviendrai dessus juste après. Et du coup, est-ce qu'on essaie d'extuber? Oui, sachant qu'une extubation réussie est un patient qu'on ne réintube pas dans les 48 heures. Donc, il y a la pièce santé ou le ZIP. Nous, on utilise les pièces santé, donc on débranche le patient du ventilateur, on le branche à la pièce que vous voyez là, et avec le branché à l'oxygène. Nous, généralement, ça dure 30 minutes. ZIP, juste, on laisse brancher au ventilateur, et après, le niveau d'AD et de PEP, ça dépend un peu des services, vu qu'on ne l'utilise pas, je ne vais pas vous en parler. Et les tests de fuite, donc en fait, on va dégonfler, donc on n'oublie pas d'aspirer en fond de gorge, on va dégonfler le ballonnet et voir si jamais on entend qu'il tousse ou si jamais il y a des fuites sur le ventilateur. Ça permet de voir qu'en fait, l'air passe bien à côté et qu'il n'y a pas un œdème. Sachant que si jamais le test de fuite est négatif, donc on n'entend pas d'air, ça ne contre-indique pas forcément l'extubation. On prévient évidemment le médecin et on peut se rapprocher des aérosols. Nous, on fait adrénaline et dexaméthasone. Maintenant, on va voir les complications qui peuvent être liées à la ventilation mécanique. La principale, c'est la pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Donc ça survient chez un patient qui est ventilé artificiellement depuis plus de 48 heures et qui présente une dégradation de ses échanges gazeux, avec des signes d'infection, donc fièvre ou hypothermie, une tachycardie, des sécrétions purulentes. C'est là où notre rôle il est hyper important, c'est nous qui aspirons le patient et c'est nous qui voyons l'évolution de l'aspect des sécrétions, une hyperleucocytose, une leucopénie et du coup une majoration de l'oxygénorequérance. Et on peut en plus voir du coup après à la radio un nouvel infiltrat. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter une PAVM? Donc du coup, bah oui, évidemment, on essaie de sevrer le patient du ventilateur. Moins longtemps il a le tube et moins il a de chances de développer une pneumonie. Du coup, on fait bien attention au protocole de sevrage avec les critères de sevrabilité et les critères d'extubation. On le positionne du coup en proclive à 45 degrés, en systématique, sauf s'il y a des contre-indications. On essaie de positionner la tête bien droite aussi. Et le filtre ou l'humidification, du coup, si le filtre, on voit qu'il est souillé, évidemment, on le change.
Les soins de bouche à la chlorhexidine, nous on a des kits spécifiques où il y en a 6 par jour, sachant qu'il faut essayer de bien respecter les... Ils sont numérotés, il faut bien respecter les numéros parce que, par exemple, ceux qu'on utilise, le 1 et le 4, il y a des solutions antiseptiques alors que dans les autres non. Donc comme ça leur permet d'avoir une antisepsie par 12 heures et pas non plus être trop délétère pour le patient. Et évidemment, si son état bucco-dentaire si la bouche est sale, on va intensifier un peu les soins de bouche. Le ballonnet, je pense que c'était assez clair, donc entre 25 et 30 cm d'eau. Et on n'oublie pas d'aspirer, notamment si faut mobiliser la sonde d'intubation encore plus. Et je ne sais pas si je l'ai dit, pas plus de 30 cm d'eau pour éviter un escarlaryngé. Les aspirations par 8 heures, ça limiterait du coup le risque d'obstruction de la sonde, donc c'est par 8 heures qu'il faut le faire. Après, je disais plus si besoin, mais en fait, c'est pas nécessaire de le faire toutes les 3 heures ou 2 heures selon, ou 4 heures, selon là où quand vous faites votre tour. Parce que là, du coup, c'est une machine qui permet de visualiser la distribution de la ventilation dans les différentes zones du poumon. Et ils ont comparé avant et après aspiration endotrachéale. Et il y a certains patients qui vont mettre plusieurs heures à récupérer, parce que le fait d'aspirer va dérecruter le patient. Et il y a certains patients qui vont mettre plusieurs heures à récupérer toute leur zone de ventilation. Donc, c'est vraiment pas en systématique par 3 heures. Et du coup, le système clos, donc, ça permet de limiter le dérecrutement alvéolaire parce qu'on n'ouvre pas, mais on va quand même aspirer. Donc, il y a quand même un effet de dérecrutement et ça diminue aussi la contamination des soignants. On n'oublie surtout pas de rincer le système clos, sinon c'est pas très propre de retourner avec les sécrétions du patient à l'intérieur de la sonde d'intubation. Et les mesures générales, je pense que ça tout le monde le sait. Deuxième complication, la neuromyopathie acquise en réanimation. Là, sur la dernière année, on en a pas mal vu, j'allais dire à cause du Covid. Du coup, ça va retarder le sevrage ventilatoire. C'est très fréquent en réanimation. Ça atteint 25% des patients qui sont ventilés plus de 7 jours. La sévérité, elle est selon le score MRC. Donc, c'est les kinés qui le font chez nous. C'est un score qui est sur 60. Ça va coter 6 muscles, 3 au niveau des membres sup, 3 au niveau des membres inférieurs. Et quand c'est inférieur à 48, c'est qu'il y a une neuromyopathie de réa. Et du coup, les origines, vous vous en doutez, alitement, sédation, curare, et c'est majoré par le choc septique. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter ça? Donc, on évalue le stop sédation quotidien, évidemment. Plus vite on réveille son patient, plus vite on peut le sauver du ventilateur. Il ne faut pas hésiter à faire de la réhabilitation précoce avec du coup des vélos qu'on va mettre au lit du patient, de la mobilisation passive s'ils sont curarisés. On peut aussi les mettre au fauteuil si l'état neurologique du patient s'il est présent, s'il est là, on n'hésite pas à les mettre au fauteuil, même s'ils sont par exemple en vague parce qu'ils n'ont plus de diaphragme et qu'ils n'arrivent plus à respirer. Nous, on les met quand même au fauteuil, même s'ils sont en ventilation contrôlée. Le verticalisateur, ça pareil, on l'a fait il y a 2 semaines, je pense, on a verticalisé pour la première fois un patient qui avait eu le Covid avec l'ECMO et tout ça, et sans l'ECMO, du coup, on l'a mis au fauteuil, mais on l'a levé, mais... Et c'est hyper bien, même pour les familles, de voir enfin leurs proches se mettre debout après plusieurs semaines de réanimation. Et du coup, évidemment, de la kiné motrice. Donc, pour conclure, le rôle de l'infirmier, du coup, il est primordial dans la prise en charge des patients ventilés. Il faut bien penser que le sevrage, il débute après l'intubation. C'est très important d'évaluer si on peut, vraiment, j'insiste là-dessus, arrêter les sédations quotidiennement. Quitte à ce qu'il soit agité et le rendormir après, ça a été prouvé, ça réduit vraiment le taux de mortalité et ça accélère le sevrage ventilatoire d'arrêter même si c'est 1 heure. Il faut prévenir le risque de PAVM et du coup lutter contre la neuromyopathie de réanimation. Merci de votre attention.